Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. En novembre 2010, notre association La Pensée et les Hommes organisait un colloque de réflexion sur le thème du développement démographique des musulmans à Bruxelles pour les prochaines décennies. Le volume de ces actes vient de paraître, nous allons l'évoquer au cours de notre émission d'aujourd'hui. Alors ce volume, qui est le volume 84 de la revue de La Pensée et les Hommes, s'intitule très précisément « Une majorité musulmane à Bruxelles en 2030 ». Comment nous préparer à mieux vivre ensemble. Et j'ai invité l'initiateur, l'organisateur du colloque et l'éditeur des actes en la personne de Chemsi Cherif Khan, qui est administrateur de La Pensée et les Hommes. Ce volume, Chemsi, connaît un certain succès, on pourrait même dire un succès certain. Quel était votre objectif en organisant ce colloque? Alors, pour bien comprendre la portée de notre initiative, il faudrait remonter un petit peu dans le temps, mais très rapidement. Dès le début des années 2000, nous avons organisé notre premier colloque, je rappelle aux téléspectateurs, au Parlement européen, sous le titre de Islam et musulmans dans l'espace européen, défi de la laïcité, point d'interrogation. Et le défi de la laïcité, on pouvait le comprendre dans le sens de la laïcité philosophique, mais surtout de la laïcité politique, puisque à ce moment-là, il apparaissait assez clairement que, au contraire d'autres traditions religieuses reconnues dans ce pays, qui semblaient avoir intégrer la sphère privée et qui semblait éviter l'intrusion dans l'espace public. Visiblement, il y a un problème d'incompréhension, pour ne pas utiliser d'autres mots, de la part de nos concitoyens musulmans, qui donnait l'impression de vouloir effectivement intervenir dans l'espace public au nom de la liberté de religion et d'un certain nombre de traditions religieuses. Donc le défi de la laïcité, c'était essentiellement dans le sens de où se situe le domaine de la foi, qui est de l'ordre de l'intime, et où se situe, où est la limite avec le domaine du droit, qui est celui de l'État et qui est celui de tous. Donc c'était ça le défi de la laïcité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans l'expression religieuse? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Moi, je ne dirais pas ça comme ça, dans la mesure où, d'abord, a priori, moi je respecte toutes les croyances religieuses, oui, moi aussi. pour autant qu'elles soient elles-mêmes respectueuses d'un certain nombre de valeurs fondatrices de cette société, grâce auxquelles nous pouvons vivre ensemble. Donc, cette expression de vivre ensemble, je l'utiliserai sans doute quelques fois, parce que pour nous, à La Pensée et les Hommes, nous n'avons pas la prétention de dire aux musulmans comment ils doivent, à nos concitoyens musulmans, comment ils doivent assumer leur islamité dans ce pays-ci. Mais notre préoccupation du vivre ensemble est une préoccupation partagée par d'autres, qu'on soit croyants de diverses confessions ou non croyants. Et donc la question, c'est comment on fait pour vivre ensemble. Et dans le même esprit, puisque un des problèmes d'incompréhension, à nouveau pour ne pas dire autrement, entre les musulmans et les non-musulmans dans ce pays, un état de droit, portait sur le statut de la femme selon les diverses traditions musulmanes. Et d'où notre deuxième colloque au Parlement européen, dont l'intitulé était « L'Europe, une chance pour la femme musulmane », un nouveau point d'interrogation, partant de l'idée que, précisément pour la femme musulmane, le contexte européen des droits de l'homme, de l'égalité entre les hommes et les femmes et tout ça, même si parfois il s'agit d'utopie qu'on est loin d'atteindre, eh bien, est un contexte important pour l'épanouissement de la femme musulmane et pour sa place entière dans la société en tant qu'être humain, en tant que citoyenne. Donc ça, c'était l'objet du deuxième colloque. Et puis, voilà qu'un certain nombre de démographes ont publié des textes pour établir des prévisions démographiques et qui arrivaient à montrer que, au bout d'un certain laps de temps, que ce soit 20 ans ou 30 ans, peu importe, on allait assister à l'émergence d'une majorité musulmane, de culture ou de confession, à nouveau la question n'est pas là, dans une ville comme Bruxelles, qui par ailleurs, je ne vous apprends rien, est la capitale de l'Europe. Donc cet aspect-là me paraît important,
outre tous les autres aspects, c'est aussi d'abord la capitale de la Belgique, mais enfin, n'entrons pas dans ce détail. Donc, un accroissement démographique, certains mettent en doute, peu importe, d'ores et déjà, il est clairement établi qu'il y a des quartiers musulmans, selon l'expression utilisée par le professeur d'Aceto, des quartiers de Bruxelles, où les musulmans sont majoritaires. D'où les populations non musulmanes ont tendance à quitter pour aller s'établir ailleurs. Avec le danger que ces quartiers finissent par devenir des ghettos islamiques. Et ça, c'est évidemment extrêmement important, et donc il fallait attirer l'attention là-dessus, d'où le sous-titre de notre colloque, dont vous avez les actes entre les mains, « Comment nous préparer à mieux vivre ensemble ». Donc j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de dire aux musulmans, vous devez être musulmans comme ci ou comme ça, mais de nous préparer, les musulmans d'un côté, mais les non-musulmans de l'autre côté, en concertation de préférence, en tant que citoyens de ce pays, réfléchir ensemble sur comment vivre ensemble. Et cette question-là, nous voulons maintenant l'approfondir en entrant peut-être un peu dans le détail de la question, d'où un prochain colloque. Vous avez une nouvelle idée, si j'ose dire. Eh bien, donc vous voyez qu'il y a une continuité oui, dans sûr. tout ça, une suite logique, et donc le 17 novembre de cette année-ci, maintenant, en 2012, 2012, après l'été, nous organisons un nouveau colloque à l'ULB, colloque intitulé cette fois-ci « Quel islam pour la capitale de l'Europe du XXIe siècle ?» et en sous-titre « De l'urgence de réformer l'islam d'ici pour en faire un vrai pilier de notre démocratie ». Je pense que les termes demandent à être explicités. Allez-y. Donc, quel islam suppose qu'il y a le choix, et nous sommes persuadés qu'il y a le choix, puisqu'on entend bien les musulmans eux-mêmes dire ce qu'ils entendent par être musulmans dans un état de droit comme le nôtre, et visiblement, il y a des points de vue différents. Certains sont tout à fait acceptables, d'autres plus radicaux. D'autres plus radicaux que on ne peut pas accepter, voire que l'on devrait combattre. Parce que si on devait... Au nom de la laïcité, vous voulez dire? De la laïcité au sens politique du terme, au Bien nom sûr. de la démocratie, au nom surtout du vivre ensemble. Donc pour éviter le communautarisme et des revendications qui n'auraient pas leur place, revendications communautaristes au nom d'une confession religieuse qui entend dicter un certain nombre de façons de faire dans la société en créant une dualité qui est totalement inacceptable à nos yeux. Donc, quel islam pour la capitale de l'Europe du XXIe siècle? C'est pas n'importe où. Je veux dire, il ne nous appartient pas de dire comment devrait s'organiser l'islam du Londonistan, comme on dit, en parlant des Pakistanais et autres qui versent dans le radicalisme au Royaume-Uni, suscitant des réactions qui commencent à devenir graves et violentes. Là, j'insiste là-dessus parce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre que des réactions graves et violentes par rapport au radicalisme d'un côté, il y a le radicalisme de l'autre côté qui... il est suscité naturellement, exactement. en quelque sorte. Et alors, la capitale de l'Europe du XXIe siècle, c'est vrai que l'islam du XXIe siècle, ici, n'est pas forcément celui d'il y a quelques siècles de l'Arabie ou de l'Éthiopie ou même de l'Afrique du Nord. Et donc, dans cet esprit-là, il nous a semblé extrêmement urgent, d'où le sous-titre de l'urgence de réformer l'islam d'ici. Et quel islam, quelle réforme? Et ça, je pense qu'on va vraiment faire du bon travail là-dessus. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Rappelons la date, 17 novembre 2012, à l'ULB, salle du Préel. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à notre secrétariat, dont l'adresse va figurer dans le générique de notre émission. Je vous remercie, Chemsi Cherkan, et je rappelle que notre dernière publication sur le thème s'intitule « Une majorité musulmane à Bruxelles en 2030, comment nous préparer à mieux vivre ensemble ». Il s'agit du numéro 84 de la revue de la pensée et les âmes. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.